Durant l'occupation allemande, la population tente de survivre dans un pays soumis au régime nazi. Le 11 novembre 1940, les Belges manifestent toute la journée devant la tombe du soldat inconnu, installé à Bruxelles à la mémoire des soldats belges morts pendant la guerre 14-18. Cette manifestation patriotique est le premier signe tangible de résistance. En effet, après plusieurs mois de résignation, on recommence à espérer, car la Grande-Bretagne a pu résister à Hitler. La population se révolte aussi à cause des difficultés croissantes d'approvisionnement. Certains citoyens, hommes ou femmes, décident de résister et vont s'opposer clandestinement à l'occupant. Beaucoup d'entre eux le payeront de leur vie. On distingue principalement deux sortes de résistance. La résistance passive, celle pratiquée par le plus grand nombre, et qui consiste à poser un petit acte contre l'occupant, comme mentir à un policier, ne pas divulguer certaines informations, écouter Radio Londres et en parler autour de soi. On n'agit pas vraiment, mais on empêche l'ennemi d'obtenir des renseignements qui pourraient l'aider. Puis il existe la résistance active, celle qui gère le renseignement, la presse clandestine, les actes de sabotage, les actions armées. Imprimer ou distribuer des tracts se moquant d'Hitler ou des journaux clandestins. Faire de faux papiers. Saboter un train et faire sauter un pont. Héberger des réfractaires au travail obligatoire, ou pire, des juifs. Voler des timbres de rationnement. Cacher des armes ou du matériel militaire sont autant d'actes courageux de la résistance, celle avec une majuscule. À partir de 1943, les actions des maquis, véritables armées clandestines cachées dans les forêts, se multiplient dans le Brabant wallon. Cette résistance armée est formée d'hommes réfractaires au service du travail obligatoire et de ceux qui sont recherchés par les Allemands. À Wavre, ils trouent les pneus de 18 camions allemands chaussés de Namur. Ils jettent une grenade dans le magasin d'un fournisseur des Allemands. À la Hulpe, ils abattent un collaborateur derrière la gare. Ils sabotent une rame de 33 wagons et attaquent un train blindé. À Genval, ils attaquent un bureau de poste et tentent d'incendier l'usine Orloff qui travaille pour les Allemands. À Ottigny, ils sabotent 11 locomotives au moyen d'explosifs à la gare. Ils coupent les lignes téléphoniques. Ils dérobent les registres de la population. En 1944, les résistants sont mis au courant du prochain débarquement des troupes alliées. Tout est mis en œuvre pour ralentir l'arrivée de renforts allemands en Normandie. L'état-major de l'armée secrète se retire alors en secret à Rosières, dans la villa voisine de la famille Kunratz, qui devient le dernier rempart avant le quartier général de l'armée secrète. Les chiffrettes y décodent les messages venus de Londres, qui sont ensuite transmis clandestinement aux différents réseaux de résistance. La famille Kunratz gardera longtemps le souvenir de ce printemps 1944. L'armée secrète vient d'installer son état-major clandestin dans la villa voisine. Et dans un autre bâtiment tout proche, les services de l'administration et du décodage des messages secrets. Tout contact avec l'extérieur est banni. Tout passe par l'intermédiaire des Kunratz. Nous n'avons eu jamais aucune instruction. On ne nous a pas formés pour dire attention, si vous êtes un jour arrêté par les Allemands ou quoi, vous devez adopter telle et telle attitude. Non, en fait, on n'a jamais eu des directives, quoi. Et au fond, on savait bien que si on était pris et qu'on était convaincu de collaborer avec la résistance, que ça pouvait aller très mal. Mais le danger, à mon avis, était certainement plus grand du fait que nous avions commencé à faire du stockage de matériel pour l'armée secrète. Et ce matériel comprenait
surtout des équipements pour les émetteurs. Même on avait un système bien étudié pour produire de l'électricité à partir du vélo. En pédalant sur le vélo et avec une dynamo spéciale, on produisait suffisamment de courant pour faire marcher un émetteur, un radioémetteur, quoi. On stockait le matériel, on allait parfois le porter nous-mêmes à certaines destinations qu'on nous donnait, mais nous n'avons jamais eu de poste émetteur chez nous, hein, jamais. Mais ce que nous avons eu chez nous et qui était beaucoup plus gênant, c'est que nous avons, un jour, on nous a demandé de faire distributeur d'essence. Alors on est venu déposer un fût de 200 litres, un camion s'est amené et l'a déchargé directement, laissé dans le fossé. Un fût de 200 litres, et mon frère et moi, on l'a roulé jusque dans le garage. Et puis on a commencé à distribuer de l'essence avec les moyens du bord, mais c'était pas facile à remplir le réservoir d'une voiture quand nous n'étions pas du tout équipés, nous n'avions pas de pompe à essence, quoi que ce soit. Mais ça sentait l'essence partout quand on avait à ravitailler une voiture. Et alors, nous avons aussi reçu des ballots de salopettes qui étaient en principe l'uniforme des agents de l'armée secrète. Nous avons reçu des ballots de salopettes, c'était toujours comme ça. Un camion déchargeait, hop, laissait tout par terre dans le fourré, en dehors de la vue de la route, et puis nous rentrions ça mon frère et moi, jusque dans notre garage, mais à un moment donné, notre garage était bourré de toutes sortes de matériel, et ces salopettes, ça c'était plutôt quelque chose qui pouvait... C'était une indication comme quoi on collaborait à la résistance, parce que ces salopettes étaient faites pour ça, hein.